m'entendez pas bien, alors il va falloir peut-être vous rapprocher. Il faut parler plus fort comme ça. Vous entendez là comme ça? Je salue aussi la conseillère municipale Marie-Claude Moitry. Voilà. Merci d'être là. Je salue les conseillers municipaux valbonnais, Anaïd Mouradian, Christian Delmoro et Roland Chabot. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement tous les militants UMP autour de Henriette Ventre qui ont fait un travail extraordinaire parce que ils ont... Elle est où Henriette? Ah voilà. Donc Henriette, sous ta houlette, bravo. Le phoning, le mailing, le Facebook. Donc tout ça, bravo, bravo, merci. Et on voit la synergie valbonnaise, roquefortoise qui est en train de se mettre en place, monsieur le maire. Et on sent que ça bouge, ça bouge. Donc aussi, il y a aussi la team de Thèves. La team de Thèves, c'est avec Jean-René et Cyril aussi qui ont beaucoup travaillé, qui ont ce matin mis un peu partout de l'UMP, pas loin du bureau de notre ami le maire de Valbonne. Donc on en a mis un peu partout. Voilà, donc il faut dire que ce soir, on était présents et qu'on allait faire une belle action. Donc aussi, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux, parce que c'est une des premières réunions que l'on fait après les vœux. Et je suis très, très content de vous savoir aussi nombreux ce soir. Alors la politique, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je me suis dit, mais la politique, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, mais la politique, en fait, c'est agir avec et pour les autres en rassemblant le plus largement possible sa famille et bien au-delà. La présence de mon ami Saint-Jamard ce soir atteste cette indispensable ouverture d'esprit quand j'entends mener. Jean Leonetti a insufflé ces réunions d'échange à Roquefort il y a environ 2 mois. Et nous sommes heureux de pouvoir recevoir notre député à Valbonne. Je pense que vous pouvez encore l'applaudir. Je vous avais dit, lors de mes vœux, et sans être adepte des arts divinatoires, que 2013 doit être l'année de la crédibilité. Alors, avec l'affaire Cahuzac, on se met tout de suite dans le bain quand même, je crois plus que jamais que cela a du sens. La crédibilité passe tout d'abord par des comportements exemplaires. Non pas comme le font les socialistes en organisant une vaste chasse aux plus riches que moi tu meurs, mais en redonnant la parole au peuple. Et c'est un peu, ça m'a fait penser aussi un peu à la campagne présidentielle où Nicolas Sarkozy avait dit « Je veux redonner la parole par le référendum ». Et ça avait été vraiment récurrent dans tous ses discours. La crédibilité, c'est aussi l'intérêt général. C'est ici que se trouve toute la modernité du gaullisme. L'intérêt général doit être supérieur aux intérêts particuliers. C'est aussi simple que cela. Notre mandat d'élu, qu'il soit national ou local, est fondé sur la défense et la promotion de cet héritage républicain auprès des générations futures. À cet égard, le mandat d'un maire, parce qu'il est le premier interlocuteur de nos concitoyens, est fondamental. Il est un arbitre chargé de fédérer autour d'un projet de vie en commun. Il se doit de fixer les grandes orientations de sa commune en adéquation avec les attentes exprimées par la population sans sectarisme ou a priori. Vous l'aurez compris, je ne peux citer le sénateur, maire sortant de Valbonne-Sophie Antipolis, pour illustrer mes propos, si ce n'est à contrario, afin d'agir différemment. La crédibilité passe aussi par un autre projet de gouvernance municipale. Il ne s'agira pas de promettre, une fois de plus comme les socialistes en ont l'habitude de raser gratis, à partir de promesses auxquelles même les enfants ne croient plus, mais d'engager un programme de développement harmonieux, durable et novateur,
de notre commune tout en maîtrisant les finances publiques. Harmonieux avec la population dans un esprit de concorde. Harmonieux avec la CASA, aux côtés de notre ami président, Jean Leonetti, et l'ensemble des maires des communes membres. Harmonieux enfin avec le Conseil général aux côtés de notre ami député et président, Éric Ciotti. C'est ce nouveau chemin, celui de la prise de conscience collective, d'un nouveau destin commun, loin du mensonge individuel et institutionnalisé, que je souhaite proposer le moment venu aux Valbonnais et Sophie Politan. C'est ce parti pris de la vérité et de la responsabilité qui sera mon guide, ainsi que celui de toute mon équipe au service des Valbonnais et Sophie Politan. Une autre gouvernance est souhaitable parce qu'elle est possible. Oui, je dénonce, une fois encore, des décisions improvisées qui auraient pu sans doute être évitées pour ne pas cristalliser le débat et surtout diviser radicalement les habitants. La fermeture de la piscine de Val-de-Cubert, où nous sommes ici présents, c'est 3500 personnes qui ont signé la pétition contre cette fermeture. Constitue selon moi à la fois un exemple de décision arbitraire. Je salue Eric, voilà, qui a été élu pendant de nombreuses années, et je le remercie d'être présent ce soir. Au mépris de l'intérêt des habitants, mais aussi un formidable élan de résistance et de réveil des esprits envers le fait du prince. Il en est de même de la salle de prière à Garbegère, où pour de funestes raisons électorales, le maire sortant n'hésite pas à jouer le pompier pyromane, allumant le feu de la division et de l'affrontement entre les communautés au mépris des questions d'ordre public et de dialogue interreligieux. En fervent supporter de ce gouvernement fantôme et fantoche, Marc Donis défend une gauche déjà usée au bout de 11 mois. Celle qui a menti pendant 5 ans dans l'opposition, celle qui mentait pendant toute la campagne, celle qui désormais au pouvoir continue à mentir aux Français. Le mensonge, cela ne fait pas une politique, mais cela affaiblit nos institutions. La gauche a menti parce qu'elle n'avait rien à dire, parce qu'elle n'avait pas de réponse ou parce qu'elle ne voulait pas en avoir. Alors à la réflexion, à l'heure actuelle, on a eu le choc de compétitivité, on a eu après le choc de simplification, maintenant on a le choc de moralisation. Alors très cher Jean, toi en tant que cardiologue, je pense que tu peux faire un électrochoc. Un petit mot pour dire tout d'abord que je suis vraiment impressionné. Je suis impressionné devant cette salle d'amis de l'UMP ou de sympathisants peut-être tout simplement qui se sont déplacés ce soir pour venir dans cette réunion. C'est plutôt bon signe. Ah, c'est très bon signe. Vous lui avez redonné le sourire d'une certaine manière. J'en profite aussi pour féliciter Serge Aymar qui s'est glissé au bon endroit, au bon moment. Mission accomplie. Voilà. Mission accomplie, Serge. Bravo. Bravo encore. Je voudrais dire que effectivement la politique c'est de rassembler. Tu as entièrement raison. Rassembler des salles pour leur expliquer vers où il faudrait aller. Et je me rappelle simplement que lorsque Jean nous a dit, maintenant dans la circonscription avec l'UMP, il faut bouger. Il nous a dit, il faut bouger, il faut passer à la vitesse supérieure, non pas que l'on ronronna avant, c'est pas du tout, mais il faut essayer d'aller, je dis ça parce que sinon Serge va m'en vouloir énormément si je rectifie pas, mais il faut essayer d'aller encore plus vite. On est à fond, il faut accélérer, comme dirait François Fillon. Et donc nous nous sommes dit, écoutez, on va chacun animer notre secteur. Et nous avons pensé immédiatement au canton du Bar-sur-Loup.
Et donc ça me réjouit, ça me ravit tout à fait de voir dans la salle à la fois des Valbonnais, beaucoup de Valbonnais, mais aussi beaucoup d'adhérents du canton. Et je crois que c'est ça finalement, la politique, c'est être uni et solidaire. Solidaire dans les actions que nous avons menées. Sous l'impulsion de Jean, nous avons lancé un certain nombre de réunions. Nous en avons fait une à Roquefort, nous en faisons une magnifique ici à Valbonne, et petit à petit nous allons investir ce canton et nous déployer. Je vois des amis de Tourette, j'en vois du Bar, j'en vois de Roquefort, il ne faut pas que je les oublie parce que sinon je vais avoir de gros ennuis aussi, et je me rends compte que cette solidarité entre les villages, finalement elle est reconnue maintenant et elle est efficace, puisque des Roquefortois viennent aider la grande commune de Valbonne, et nous en sommes particulièrement heureux. Donc nous sommes unis et solidaires, et c'est le premier point à souligner. Alors on a tendance à dire que Valbonne c'est une terre de mission. C'est vrai, vous labourez cette terre depuis longtemps, on en commence à en voir les résultats, et dans une terre de mission, il y a un missionnaire. Voilà. Donc le missionnaire, il est là. On sent qu'il a la foi chevillée au corps. Hein, ça se sent vraiment, il a beaucoup de choses à dire. Il a son bréviaire de l'UMP à la main, qui ne le quitte jamais, et il a son équipe autour de lui, son chapitre, pourrait-on dire. Et le voilà parti à l'assaut de la citadelle et du prince, puisque dans la citadelle, j'ai compris qu'il y avait un prince. Donc le missionnaire part à l'assaut du prince sur fond de salle de prière. C'est une commune qui est particulière, mais on sent bien qu'il y a de vrais enjeux et qu'il y a une équipe qui, à mon avis, est à la hauteur de ce défi, qui est un défi important. Donc, mon cher Julien, moi ce que je voudrais simplement dire, c'est que bien sûr nous sommes tous avec vous, moi comme les autres, avec cette équipe qui s'est constituée, avec cette équipe qui avance. Et moi non plus, je pratique pas l'art divinatoire, mais je sens quand même la vague qui monte. Voilà, je sens la vague qui monte. Et je pense qu'un jour, elle submergera la citadelle, et que vous l'aurez ainsi ce jour-là prise comme vous méritez de le faire. Bravo et bon courage à toutes et à tous. Bravo Michel. Bon, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait plaisir de revoir Julien. Ça rappelle bien sûr des moments de campagne, mais on s'est dit avec Julien, avec Michel, avec les autres qui sont ici de Valbonne ou du canton, et d'Antibes, ou de Valoris, ou de Viotte, on s'est dit que finalement il fallait qu'on se parle. Il fallait qu'on se parle parce que il ne faut pas qu'on se parle uniquement quand il y a une échéance qui arrive dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Il faut qu'on se parle pour se dire les choses et pour se dire peut-être la vérité. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre, elle est toujours utile à dire. Moi je me rappelle d'une phrase de quelqu'un qui disait « Mon ennemi n'a pas de nom, n'a pas de visage. Mon ennemi, ça n'est pas une personne, mon ennemi c'est la finance. » François Hollande. Vous voyez, quand on plastronne et quand on a de l'autoritarisme à la place de l'autorité, à quoi on arrive quand il vous arrive l'affaire Cahuzac. Alors sur l'affaire Cahuzac, il y a des faits, on demande simplement que ces faits soient clairs. C'est un peu lourd. C'est un ministre du budget qui lutte contre la fraude fiscale, qui place son argent en Suisse et fait de la fraude fiscale. C'est un peu comme si on l'attrapait un soir, Manuel Valls en train de faire un cambriolage. Ça ressemble même à une histoire dans laquelle vous auriez Strauss-Kahn qui vous expliquerait comment le bonheur et la fidélité conjugale doivent se pratiquer. Donc il y a un moment où quand même il faut que les mots soient en cohérence avec l'action. Il y a un moment où le mot, quand il est incantatoire, quand il est mensonge, eh bien le nez s'allonge et ça se voit. Rappelez-vous, il n'y avait pas de crise. Il y avait un Sarkozy. Vous enleviez le Sarkozy et la crise disparaissait. Il croyait que Sarkozy était la cause de la crise, alors qu'en réalité, il était l'antidote de la crise. Et la crise s'est accélérée. Oui, il y avait du chômage avant. Mais aujourd'hui, vous avez 1000 emplois perdus par jour sous la présidence de François Hollande. 250 000 emplois détruits.
en l'espace de 11 mois. Ça veut donc dire que, oui, ils ont réfléchi, ils ont dit, dernièrement, là j'ai entendu, la crise est forte, ah tiens, c'est bien, un moment de lucidité. Mais le choc de compétitivité avait été déjà remplacé par le choc fiscal. Puis on n'y va pas doucement, quoi, parce que tant qu'à faire, on y va. Hein, 10 milliards sur les entreprises, 10 milliards sur les ménages, et rien en diminution de dépenses. Et puis, une opération de déconstruction. Ça, ils sont pas trop mauvais quand même, parce qu'ils arrivent à démolir assez vite ce qui a été fait avec beaucoup de difficultés. Les plaines planchers, dégagées en juillet. La TVA anti-délocalisation, dégagée en juillet. Les internats d'excellence, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Je me suis battu pour avoir un internat d'excellence au Centre international de Valbonne. On l'a obtenu. On a obtenu des millions d'euros pour construire. Qu'est-ce que c'est un internat d'excellence? C'est prendre des jeunes qui sont dans des zones difficiles. Prendre des jeunes qui sont en difficulté, mais qui travaillent, qui ont du mérite, et leur donner leur chance. Et faire sens. Donc, les amener dans un endroit où ils peuvent recevoir le meilleur enseignement possible. Parce que l'égalité des chances, c'est aussi le mérite pour l'égalité des chances. Et non. Non, il ne faut pas d'internat d'excellence. Celui qui est dans un endroit où le niveau est bas, même s'il se bat, même s'il est brillant, même s'il est travailleur, il faut qu'il reste en bas. C'est leur idée, ça n'est pas la nôtre. Nous avons le sentiment que celui qui veut s'en sortir, on lui donne une aide pour s'en sortir, et surtout quand il est jeune. Eux, ils pensent qu'il faut que tout le monde soit égalitaire, quitte à tirer tout le monde vers le bas, et en particulier la jeunesse. Après, ils se sont dit, bon, on ne peut rien faire, et déjà, il y avait une petite dégringolade d'une courbe qui croisait une autre. Je ne parle pas de la courbe de popularité du président de la République avec la courbe du chômage, mais il y avait quand même une courbe qui montrait que l'activité économique française était en train de se casser la figure. Tiens, Cahuzac, il a dit une belle phrase l'autre jour. Il a dit, le pire des mensonges, c'est pas d'avoir dit que j'avais pas de compte en Suisse. Le pire des mensonges, et je l'ai fait sur ordre, c'est de dire qu'on tiendrait le budget à moins de 3%. Parce que ça, je savais très bien qu'on ne pourrait pas le faire avec les dépenses qu'on continuait à faire. Il y a des moments de lucidité dans le mensonge. C'est ça un peu l'avantage de ces situations. Alors, ils ont fait comment on peut masquer ça, et il s'est rappelé quand même qu'il a tenu pendant 10 ans le Parti Socialiste en gérant les courants les uns contre les autres, et peut-être que si on arrive à jouer les Français les uns contre les autres, à cliver, eh bien on peut peut-être s'en sortir. Alors on va faire quelque chose que tous les Français attendent avec une attention, une passion forte, on va permettre le mariage homosexuel. Ça, c'était un truc, vraiment, on sentait que le peuple avait envie de ça, c'était la priorité des priorités. On fait 1000 chômeurs par jour, et on dit la priorité, c'est le mariage pour tous. Ça marche pas bien. Il faut dire que ça marche pas bien parce que les manifestations existent, et puis, ce qu'il y a surtout, c'est qu'au-delà de ceux qui peuvent penser une chose et une autre, et sur ces sujets, il faut avancer avec à la fois prudence et modération, mais en même temps avec conviction, mais surtout, c'est le moment de faire ça. C'est le moment de cliver les Français les uns contre les autres, quand on doit se rassembler, comme l'a très bien dit Julien, pour vaincre notre ennemi commun qui n'est pas la finance, qui est le chômage, et qui désespère à la fois l'ensemble des Français et désespère notre jeunesse. Alors après, ils ont trouvé autre chose. Ils ont dit, on va expliquer, on va mettre un type pas mal, on va le mettre devant, et il va parler comme Sarkozy. Ils nous ont envoyé Manuel Valls. Pas mal. Non, pas mal. Dans l'imitation, pas mal. Le menton ferme, le regard clair, presque aussi franc que le regard de Cahuzac, presque aussi ferme dans les affirmations, et il dit la délinquance, c'est mon affaire. Il est assez crédible dans le ton, sauf qu'il parle comme Nicolas Sarkozy, mais il agit comme Taubira. Et donc, vous avez une augmentation de la délinquance. Augmentation partout, dans toute la France, dans les Alpes-Maritimes, dans nos cités. Le cambriolage augmente, les agressions aux personnes augmentent, mais vous ne le savez plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a trouvé un truc, finalement, les statistiques qu'on utilisait depuis 30 ans, ben, ce n'est pas un bon outil.
Donc, on ne va plus faire de statistiques. Ça énerve les statistiques, surtout quand ça monte. Et donc, vous n'avez plus de chiffres de la délinquance. Vous en avez vu un de chiffre de la délinquance? Jamais. Donc, vous ne savez pas que la délinquance a augmenté de 8% en France et qu'elle a augmenté à peu près dans les mêmes proportions dans notre département. On a regardé le malade, on a vu qu'il avait de la fièvre, on a pris le thermomètre, on a cassé le thermomètre, on a dit vous voyez bien qu'il va mieux. Ça c'est la méthode Valls. Eh bien ça tient un moment, mais à un moment donné ça tient plus. À un moment donné ça tient plus, et je vais vous raconter une autre anecdote que j'ai jamais dite, mais que je vais vous dire. Quand je suis rentré au gouvernement, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit bonjour, je suis contrôle fiscal. Donnez-moi l'ensemble de vos biens. On a regardé l'ensemble de mes biens et il a tout vérifié. Et en même temps, les renseignements généraux sont venus voir si j'étais un homme honorable. Et ils savaient à peu près tout sur moi. Combien j'avais d'enfants, combien j'avais de petits-enfants, quand est-ce que j'avais acheté ma maison, dans quelle voiture je roulais. C'était le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie et des Finances. On n'a pas fait pour Cahuzac, ça? Je ne comprends pas très bien. Est-ce que le ministre de l'Économie et des Finances ne savait pas? Est-ce que le ministre de l'Intérieur ne savait pas? Oui, bien sûr qu'il savait. Bien sûr qu'il savait, mais regardez la séquence. Tant qu'il dit les yeux dans les yeux qu'il n'a pas de compte en Suisse, personne ne dit rien. Puis à un moment donné, il y a une enquête. Et le jour où l'enquête se déclenche, non pas quand il est mis en examen, mais quand l'enquête se déclenche, il est viré du gouvernement. Parce qu'ils savent très bien à quoi va aboutir l'enquête. S'ils avaient confiance en lui, s'ils n'avaient pas des informations, mais ils auraient attendu qu'il soit mis en examen par un juge, ils auraient eu le bénéfice du doute, ils se seraient dit, bon, après tout, peut-être que cet homme qui a parlé les yeux dans les yeux, peut-être qu'il est honnête. D'ailleurs, moi, je suis un peu bête, mais quand je l'ai vu devant l'Assemblée nationale dire je n'ai jamais eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas, je me suis dit, il ne peut pas dire ça si c'est pas vrai, parce qu'on va le voir. Eh bien, eux, ils savaient. Voilà. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Et donc, M. Moscovici et M. Valls savaient très bien que M. Cahuzac avait un compte en Suisse. Et d'ailleurs, quand les journaux le révèlent, eh bien, on se trouve dans la situation, M. Moscovici était extrêmement gêné, parce que oui, et c'est normal d'ailleurs, à partir du moment où il y a ce soupçon, comment voulez-vous que les services fiscaux n'enquêtent pas et ne se posent pas la question et ne rapportent pas des éléments? Ou bien alors, c'est encore plus grave. Ça veut dire que des petits journalistes de Mediapart, ils ont plus d'informations que le contrôle fiscal français. Moi, ça m'inquiète. Ensuite, ils ont donc regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont moralisé la vie publique. Moraliser la vie publique, on va publier le patrimoine. C'est pas mal ça, publier le patrimoine. Je suis sûr d'ailleurs que si on avait demandé à M. Cahuzac de publier son patrimoine, il aurait dit j'ai pas déclaré au fisc que j'ai un compte en Suisse, mais là, puisque je le déclare devant tout le monde, je vais le dire qu'il y a un compte en Suisse. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on alors que nous sommes dans une situation où il est plus important de frapper celui qui est le délinquant plutôt que de noyer le poisson en cherchant à moraliser la vie publique. Et c'est drôle, parce que finalement, c'est l'ensemble de la classe politique, les députés qui sont obligés de dire « Ouais, moi je me suis acheté ma maison, alors je l'ai acheté en 87, alors ouais, j'ai une villa, elle est à la Constance, ouais, ben maintenant j'ai fini de payer, c'était quand j'étais médecin, et puis j'ai acheté un petit appartement au Rond avec mes enfants, etc. » Bon, ça va, hein, je l'ai déclaré au fisc, en début de mandat, en fin de mandat, peut-être que si j'avais un compte en Suisse, je ne l'aurais pas déclaré au fisc. Donc, remettons les choses en place. Ils savaient, et on peut sanctionner dans ce pays les gens qui ont de la fraude fiscale. Donc, qu'ils fassent leur travail, et nous, on fera le nôtre. Et puis, la dernière idée qu'on peut se poser, c'est de se dire, finalement, il ne manquait plus que ça, quoi. C'est vrai que la France est maintenant démoralisée. Elle est démoralisée parce que on a une grosse atteinte à la morale, mais elle est démoralisée parce qu'elle ne voit plus d'avenir. Jacques Chirac disait un chef, ça chef. Il n'y a pas de chef. Il est obligé toutes les semaines de dire le prochain ministre qui dit des bêtises, je le vire. Mais vous connaissez ça tous. Si vous avez eu des enfants,
Si vous dites, si tu continues à faire l'imbécile, tu vas recevoir une claque. Si vous le dites une fois, il peut le croire. Mais si vous le dites 30 fois et qu'il n'y a jamais une claque qui tombe, bien, ça continue. Donc M. Montebourg explique au Premier ministre qu'il emmerde, excusez-moi, c'est ce qu'il dit, avec son aéroport, et qu'il ferait mieux d'arrêter de faire embêter tout le monde. Et l'autre le dit, et il ne le vire pas. Mais ça veut dire que non seulement il n'y a pas de capitaine, mais il n'y a même pas de lieutenant dans ce bateau. Et comme il a un problème dans sa majorité, et qu'il a la gauche, à l'intérieur de la gauche socialiste, la gauche de la gauche socialiste, et à l'extérieur de la gauche socialiste, la gauche de la gauche, eh bien, il est obligé de faire plaisir à tout le monde. Et il fait comme dans les courants du Parti socialiste. Je t'en donne un peu à toi, un peu à toi, un peu à toi. Donc M. Montebourg, il peut continuer à dire ce qu'il veut, parce que puisqu'il incarne la nationalisation des entreprises, eh bien, et qu'il incarne la gauche de la gauche, il faut le garder au gouvernement, même s'il est impertinent et même s'il dit des bêtises. C'est une situation inédite, inédite sous la Ve République. Au bout de même pas un an de gouvernement de François Hollande, il y a 2/3 des Français qui le jugent incompétent. 2/3 des Français qui le jugent incapable de décider. 3/4 des Français qui disent qu'il est incapable de rassembler le peuple français. Et 4 Français sur 5 qui jugent qu'il est mou et non dynamique. Puis je vous conseille d'acheter les hebdos là. Hein, voilà. Vous prenez le Nouvel Obs, vous prenez l'Express, vous prenez le Point. Voilà. Pépère est-il compétent? C'est pas moi qui le dis, c'est le titre du journal. Voilà. Le président faible. Eh bien moi j'ai besoin d'un président fort. J'ai besoin de quelqu'un, même s'il n'est pas de mon avis, qui dise quel est le cap. Et qui le tienne. J'ai besoin de quelqu'un qui est obéi par l'équipe qui est en train de mener. J'ai besoin de quelqu'un qui n'essaye pas de gouverner en faisant des petits arrangements avec chaque fraction de sa petite majorité plurielle, mais qui a envie de se battre pour la France et pas pour se maintenir au pouvoir. Nous aussi, nous avons besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir d'abord parce qu'au lieu de construire, on s'est opposé. Je parle de l'UMP. En même temps, l'UMP doit aussi considérer que son allié de l'UDI, les radicaux, les nouveaux centres, sont des gens qui doivent faire partie de notre rassemblement. Ils sont aussi lucides que nous sur la situation grave que nous traversons. Ils ont les mêmes objectifs. Ils savent qu'il n'y aura pas, sans diminution de la dépense publique et sans dynamique au niveau des entreprises, de création d'emplois, de croissance, et que la croissance passe par la compétitivité. Et donc, il faut que nous soyons capables de rassembler, au-delà de notre parti, au-delà des partis qui sont nos partis frères, l'ensemble de la population pour leur dire ça suffit. Alors il y en a qui me disent il ne faut pas trop dire ça suffit parce qu'ils chutent tellement vite qu'on va être obligé d'y retourner tout de suite. Ah ben tant mieux si on y retourne tout de suite. Parce que même si c'est difficile, moi je pense que les Français ont besoin d'avoir un cap, d'avoir, je dirais, bien sûr, un cap difficile. On n'a jamais caché qu'il y avait une crise, non. On n'a jamais caché non plus qu'il y avait des efforts à faire, qu'il fallait les faire collectivement. On n'a jamais caché aussi qu'il fallait diminuer la dépense publique. Mais là, on avait un cap et on avait un chef. Donc il faut que nous ayons cette capacité à nous rassembler, cette capacité à dire la vérité. Et en même temps, cette capacité à s'ouvrir aux autres. Moi ici, sur Valbonne, c'est comme ça. Mais si je regarde le bilan du député et du député, c'est nous qui avons fait sur Valbonne le plus qu'on pouvait faire sur l'ensemble de la circonscription. On a créé un internat d'excellence. Il n'y en a qu'un dans le département. On l'a créé au CIV. On a mis en place une piscine. C'est vrai qu'elle est communautaire et que ça n'empêche pas des piscines municipales. On a mis en place une médiathèque. Et on n'a pas dit, il y a une médiathèque à Antibes, on ne donne pas là-bas. On a mis en place aussi le Business Pôle, avec la création de 60 nouvelles start-up, des entreprises innovantes. On a fait en sorte aussi qu'à côté de Sophiatech, on envoie un transport en commun en site propre, qui va arriver au cœur de Sophia Antipolis. On l'a fait pourquoi? Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à des élus.
Je l'ai fait parce que je pense que c'est l'intérêt général, que c'est la création d'emplois, que c'est la dynamique, et qu'on ne peut pas se battre les uns contre les autres. Mais quand la ville d'Antibes demande pour son équipement sportif aux portes de Sofia, Trois-Moulins, l'aide de la région, toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. Et bientôt on va l'inaugurer, je ne sais même pas s'il faut inviter la région ou pas, parce que on n'invite quand même pas ceux qui n'ont pas contribué, et on ne va pas leur faire manger des petits fours, alors qu'ils n'ont même pas donné 1 centime d'euro sur un équipement qui évidemment est un équipement qui a au moins une portée identique à ce qu'on a fait sur Sofia Antipolis Valbonne avec l'équipement nautique. En même temps, on a défendu Valbonne. Vous vous rappelez peut-être pas, mais un jour Duflot arrive et elle dit « Moi, je vais vous dire les terrains sur lesquels on va construire des logements sociaux. » Et elle te liste tous les terrains de l'État sur Valbonne. Ben, celui qui est monté au créneau, c'était le député, en rappelant simplement qu'on avait signé, quand même, il ne faut pas être complètement idiot, avant qu'elle fasse ça, que les terrains étaient donnés pour le développement économique de Sofia Antipolis par un ministre précédent qui s'appelait Jean-Louis Borloo, et que désormais les terrains de l'État, ils ne pouvaient pas être attribués à faire des tours pour des logements sociaux, et qu'on était obligé d'y faire du développement économique pour développer l'entreprise et pour faire de l'emploi. Puis alors dernièrement, on a eu un truc qui était sympa quand même. Voilà. Texas Instruments est en difficulté. Silence radio pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois, ce qui est logique, il y a le président de la communauté d'agglomération, le député Lionel Lucas demande à être reçu. Voilà. Je me rappelle aussi que lorsque j'étais au gouvernement et qu'il y avait un parlementaire qui demandait à me voir, qu'il soit rose, rouge, vert ou bleu, je le recevais, parce que c'est républicain, parce que c'est normal. Quand on perd 517 emplois dans un territoire, il est quand même normal que le ministre, qui fait des moulinets quand on en perd 500 dans le nord de la France, vienne aussi, non pas faire des moulinets, mais essayer d'être efficace sur le territoire qui le concerne. Alors vous savez la réponse, la première réponse, on en a déjà casé 60. Et non, ils se sont casés tout seuls. La preuve, c'est qu'ils se sont casés tout seuls, c'est qu'il y en a la moitié qui sont partis à l'étranger. Donc, si de délocaliser, c'est une action du gouvernement, alors franchement, là, ils ont réussi une bonne partie. Le deuxième aspect, c'est qu'on nous a proposé qu'un bureau d'études réfléchisse là-dessus, à 3 personnes pendant 3 mois, coût de l'opération 150 000 € à payer par la communauté d'agglomération. Eh bien, on a dit non. Parce qu'il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités et la communauté d'agglomération la prendra sur ce sujet. Mais où les moulinets qui consiste à dire « T'inquiète pas, François Hollande a le dossier sous le bras de Texas Instruments quand il part en Chine. » Franchement, qui le laisse là, si c'est lui qui s'en occupe, comme il est un peu chat noir, quand il prend l'avion, il y a la pluie, il y a la foudre qui lui arrive sur la queue de l'avion, quand il y a un parachutiste le 14 juillet qui descend, il se casse la cheville, et quand il arrive dans un territoire, même au Maroc, il pleut des cordes, touche pas Texas, va, laisse-nous faire, hein. À mon avis, ça va mieux se régler, si on essaie de le régler sur Sofia Antipolis avec les moyens qu'on a, que si c'est M. Hollande qui l'apporte aux Chinois. Puis en même temps, moi j'ai une idée de la France qui est peut-être un peu différente. Moi, il me semble que la France, ça reste un grand pays. Et j'imagine pas que le président de la République, quand il va rencontrer son homologue chinois, il se trouve dans une situation où il doit défendre les petites entreprises françaises. Il doit parler au nom de la France, il doit parler au nom de l'Europe, il doit parler au nom du développement économique, il doit parler au nom des équilibres financiers, il doit parler au nom de la parité du yuan avec l'euro, mais il ne doit pas parler de Texas Instruments. Donc, assez. Les Français sont là, les Français sont excédés, et si même que de temps en temps, dans mes propos, vous y voyez un peu d'humour, même nous, à l'Assemblée nationale, on est un peu habitués, on a le sentiment que ça va mal pour eux, c'est pas grave, mais ça va mal pour la France. Et ça, c'est grave. Et donc, je l'ai dit plusieurs fois, ça a été mal compris d'ailleurs. J'ai dit, je souhaite que ce gouvernement réussisse. Parce que je sais très bien que s'il échoue économiquement,
c'est des emplois détruits et c'est la France affaiblie. Je souhaite que, effectivement, les mesures qui sont mises en place aboutissent, mais je sais qu'elles n'aboutiront pas. Parce que quand on dépense plus et qu'en même temps on continue à faire un matraquage fiscal qui ne touche pas un Français sur 10, mais qui touche 9 Français sur 10, eh bien à ce moment-là, on va dans le mur. Donc ce que je voulais vous dire, c'était soyons lucides, soyons calmes, mais soyons déterminés. Ici, Julien a fait un travail remarquable. Il a beaucoup avancé, beaucoup progressé. Je dirais presque un peu beaucoup mûri. Après tout, ça fait partie de la vie. Et je trouve il a aujourd'hui la stabilité et la lucidité. Il faut maintenant élaborer un projet. Il faut proposer aux Français. Non pas des choses, des rêves, parce que le rêve, on s'en réveille. Mais l'espoir raisonnable. L'espoir qui consiste à dire, ben oui, ben peut-être il y avait une petite communauté d'agglomération là, mais on a continué à créer 1000 emplois par an en période de crise. On a réussi à construire et à bâtir, même en période de crise. On a réussi à faire un transport en commun qui va aller du littoral jusqu'à Sophia Antipolis en période de crise. Eh bien, ça doit nous donner confiance. On ne va pas baisser les bras. Ce n'est pas notre tempérament, et en même temps, ça leur ferait trop plaisir. Donc, on va se battre. On va se battre, non pas de manière politicienne, on va se battre pour un projet, ici comme ailleurs, et on va se battre en même temps pour que la France retrouve les couleurs de la France. C'est-à-dire qu'elle soit respectée dans le monde, qu'on ne regarde pas notre président de la République pour savoir si sa cravate est de travers ou si sa manche se dépasse, qu'on ne regarde pas sa compagne comme quelqu'un qui accroche de manière vulgaire les journalistes quand ils ne font pas exactement ce qu'elle veut. Tiens, ça. Non mais, franchement, imaginez un instant, il faut toujours inverser les rôles pour se poser les questions. Carla Bruni attrape un journaliste dans une foule de journalistes et l'engueule. Enfin, vous en avez pour 15 jours. Voilà. Quand vous pensez que, par exemple, le Fouquet's, on en a eu droit pendant 5 ans, voilà, est-ce que le trésorier du compte de campagne qui a les comptes aux îles Caïmans de M. Hollande, est-ce que ça va durer 5 ans? Ça va durer 3 jours. Imaginez un instant que Carla Bruni soit journaliste et qu'elle continue à exercer et qu'on l'installe dans l'Élysée avec un staff autour d'elle pour travailler. Il y aurait bien quelqu'un qui aurait levé la main et qui aurait dit mais où est l'indépendance des journalistes? Comment se fait-il que la presse peut, à l'intérieur de l'Élysée, avec un rapport qu'on peut imaginer, avec le président de la République, faire en sorte qu'on passe des messages qui sont objectifs? C'est ça, la presse irréprochable. Imaginez un instant que un ministre, que Valérie Pécresse, vienne devant l'Assemblée nationale dire « je n'ai jamais eu, je n'ai pas de compte en Suisse » et qu'on découvre qu'elle a un compte à Singapour. Imaginez la déferlante que cela aurait provoqué. Non, eux, ils ont la morale et ils ont la vérité. Eh bien, non, ils n'ont ni la morale ni la vérité, ils ont le mensonge et ils sont immoraux. Et donc, il faut redresser ce pays en disant la vérité, mais en même temps en ayant la capacité de reconquérir ce pouvoir, non pas pour les battre, mais pour faire gagner la France. Merci de votre attention. Si vous avez quelques questions. Allez, les questions. Une dernière question. C'est parti. Monsieur le ministre, tout ce que vous nous avez dit, malheureusement, nous vivons au jour le jour et nous sommes vraiment très tristes de tout ça, mais ce qu'on souhaite maintenant, c'est vraiment un objectif pour la ville, évidemment, de Valbonne, mais surtout pour la France. Nous avons besoin de quelque chose pour rêver et pour faire venir les gens derrière nous. Et par ailleurs, je voulais savoir, lorsque nous avons voté au mois de novembre pour des courants, où en sont ces courants, dont un certain qui prêche l'humanisme. Je vais vous parler très clairement. Normalement, il y a des élections à l'UMP en septembre. Je ne les souhaite pas. Je ne les souhaite pas parce que j'entends partout
ne le souhaite pas. On ne va pas recommencer ce cirque des longues queues, de files d'attente, des chipatouillages, de savoir si le bureau de vote de Nice est plus valable que le bureau de vote de Marseille. Et donc je pense que le temps est à se rassembler. J'ai plaidé ça auprès des deux. Je ne suis pas toujours entendu, puisque j'avais même plaidé juste après les élections, qu'on ne fasse pas d'élections, qu'on construise un projet, puis ensuite qu'on fasse des élections. Je pense que celui qui doit incarner nos valeurs doit apparaître au cours d'une primaire. Mais que cette primaire pour 2017, elle se déroulera en 2016. Et qu'il est temps de construire et pas de se chamailler. Donc sur ce plan, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des courants, plus exactement des sensibilités. Et que dans ces sensibilités, je pense que c'est la diversité de notre formation politique. On a un partenaire, on a deux partenaires réunis dans l'UDI, et on a aussi, à l'intérieur de notre formation politique, des gens qui pensent plus sur le social, d'autres plus sur le libéral, d'autres plus sur l'autorité, d'autres plus sur la vision extérieure de la France, et que tout ça est important, que ça vive. Moi j'ai défendu une motion qui est la France moderne et humaniste. Pourquoi? Parce que je pense que, au fond, si vous regardez bien les choses, il y a toujours deux tendances. C'est pas forcément la droite, la gauche, ou les centristes et les libéraux, les gaullistes ou autres. Ce qui est important, c'est ceux qui ne veulent pas bouger, les conservateurs, et ceux qui pensent que nous sommes dans une réforme de société, un changement de société majeur, et que ce changement de société, il faut qu'on l'anticipe pour que la France garde son rang au niveau international. Parce que je sais que le Brésil est en train d'exploser, parce que je sais que la Russie est un grand pays, parce que je vois bien que l'Inde et la Chine envahissent les marchés. Il faut qu'on ait cette capacité à regarder le monde et à faire en sorte qu'on ait une économie qui soit là-bas à la fois libérale, mais en même temps qui tienne compte de la personne humaine, parce que c'est une marque de fabrique française. Donc, je suis pour la modernisation de notre politique. Je n'ai pas de tabou. Et je pense que la modernisation de notre politique, c'est d'envisager en premier, par exemple, d'accepter de ne pas le faire par petits bouts, et d'enlever la régulation extrême de notre code du travail. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Migaud. M. Migaud était député socialiste. Il est maintenant président de la Cour des comptes et il dit que c'est une entrave forte pour l'embauche. Donc il faut qu'on soit dans une situation dans laquelle on se batte avec, en essayant de faire tomber les vieux tabous et les vieilles choses qui nous empoisonnent la vie. Je vais dire aussi une chose qui va faire frémir, mais il faut une réforme de décentralisation. C'est pas tout à fait logique, je le dis ici, je ne le répéterai pas. Pourquoi il faut être au gouvernement pour déclencher un centre à la Villa Turé à Antibes, un centre international, un internat d'excellence à Valbonne, les financements du campus des nouvelles technologies à Biot et sur Sophia Antipolis. Vous ne croyez pas que ça devrait être des décisions qui se prennent en proximité? Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on dise qui fait quoi. Voilà. Moi j'en ai marre d'attendre que M. Vauzel veuille bien me donner l'aumône sur la dernière subvention que je sollicite et que je n'aurai pas. Voilà. Qu'on me dise, les équipements sportifs, c'est la communauté d'agglomération. Ok, très bien, je ne demande rien à personne. Et on y va. Qu'on me dise comme les collèges, c'est le département, ça je le sais. Les lycées, c'est la région. Eh bien, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on détruit le paysage français. Ça veut dire qu'on dit qui fait quoi. Mais quand tout le monde fait tout, eh bien, à ce moment-là, le développement économique, ça fait partie de la communauté d'agglomération. Ça fait partie de nos villes. Ça fait partie du Conseil général. Ça fait partie de la région. Ça fait partie de la France. Et ça fait partie de l'Europe. Là-dedans, si tu t'y retrouves pour dire comment je vais développer des start-up à l'intérieur de Sophia Antipolis, ben, il faut quand même un certain nombre de spécialistes. Donc, ça, c'est un point fort. En même temps, je pense aussi que sur les sujets de société,
avoir des avis très différents, des parcours très différents. C'est pas la peine en ce moment, de poser ces problèmes-là. Ils divisent les Français et ils ne présentent aucun caractère d'urgence alors qu'ils sont essentiels. Mais la France n'est pas faite en un jour, et l'idée que nous avons du respect de la personne humaine, de la personne mourante, de la personne fragile, du personne handicapée, de l'enfant, eh bien c'est des idées qui ne méritent pas qu'on les révolutionne du jour au lendemain avec des modifications législatives un peu acrobatiques. Et puis je pense aussi qu'il faut fixer un cap qui consiste à dire, voilà, c'est le travail qui produit. Le travail, ça ne se partage pas comme des petits morceaux de gâteau, et c'est la production, la compétitivité qui gagne. Sophie Antipolis nous le montre, nos villes nous le montrent. On a développé de l'activité économique et on a créé de l'emploi. Et à partir de là, on a subi moins fort la crise que l'ensemble d'autres territoires qui n'avaient pas anticipé cette situation. Donc moi je suis pour, non pas le modernisme pour le modernisme, mais je suis pour qu'on regarde cette société, qu'on fasse un projet d'avenir. Je le dis aussi très clairement, Nicolas Sarkozy était un président exceptionnel, un homme exceptionnel. Peut-être qu'on en aura besoin en 2017. Mais moi, je ne vais pas attendre tous les matins le retour de Nicolas Sarkozy pour essayer d'avoir des idées. Si Nicolas Sarkozy était dans la meute, s'il était dans la masse d'entre nous, il serait là à proposer une idée par semaine. Et donc, il faut qu'on soit aussi dynamique que lui pour lui être fidèle. Et puis, on verra. Hein, on verra en 2016 celui qui est le plus apte à porter nos couleurs et à battre le président actuel, qui n'aura toujours pas compris que le costume est beaucoup trop grand pour lui.